La créativité, un phénomène en perdition. On peut voir plusieurs crises aujourd'hui. Crise économique, politique, culturelle, écologique, de l'énergie, des médias, de l'éducation. Et au niveau plus intime, une crise de sens, au niveau profondément spirituel. La société va mal, et donc son centre, l'homme également. Des crises en tout genre éclatent partout, et ce n'est qu'à lui-même qu'il doit s'en prendre. L'avenir est incertain. Des prises de conscience sur plusieurs niveaux sont à prévoir, dont le niveau spirituel est dans son être profond. Sa créativité, son regard sur le monde et sa façon d'interpréter les choses. La perte d'intérêt pour la notion de création entraîne obligatoirement une perte de sens. L'homme se sert principalement de sa mémoire afin de reproduire et non de créer. Sans l'imagination, l'homme serait encore et toujours un singe dans la jungle. C'est grâce à l'imagination que les outils ont été développés. C'est ce qui nous distingue le plus des animaux. Elle permet à l'homme de se libérer de ses automatismes inconscients. Elle doit cependant s'accompagner de raison. Sinon, il est facile de se perdre et de sombrer dans la folie. Mais l'imagination a permis à l'humanité de naître. Le problème réside dans le manque de volonté de promouvoir l'imagination et la créativité mêlée à la raison. Ce qui nous différencie des animaux est le développement de notre néocortex, que les animaux n'ont pas. Ce développement est notre conscience, notre raison. Les animaux répondent beaucoup par leurs pulsions. Nous ne sommes pas nécessairement capables de les contrôler, mais nous sommes capables de penser et d'avoir une certaine conscience des choses qui sont bien ou mal. Lorsqu'on est jeune, on ne le maîtrise pas. C'est possible, mais ces potentialités-là ne sont pas encore actualisées. Ce sont nos parents et l'éducation que nous recevrons qui l'actualiseront en premier lieu. Si c'est mal actualisé, c'est ce qui fera en sorte que l'on aura des paradigmes plus limités. Les paradigmes sont une vision de la vie que l'on se fait. Par exemple, un raciste, quand il naît, il ne l'est pas. Il le devient comment? Parce que lorsqu'il était jeune, sa famille devait l'être ou son éducation a fait en sorte qu'il devienne raciste. C'est un paradigme qui est faux, mais dans sa tête, c'est vrai. Ce qui a fait en sorte qu'il pense qu'un noir est égal à un rat, ce sont ses parents. Il a donc actualisé des potentialités qui sont fausses, ou il ne les a pas développées. Par exemple, les dimensions sociales ou culturelles. On doit aider notre prochain. Tout être humain, on doit comprendre que ce sont des êtres de potentialité et que nous sommes tous égaux. Lui ne s'est pas fait dire cela lorsqu'il était jeune, ce qui en fait que ces paradigmes sont faux. Nous sommes donc des êtres de potentialité et on doit actualiser nos potentialités pour devenir le meilleur homme possible. Pour les actualiser, ça doit passer par notre famille et notre éducation, car lorsque l'on est jeune, ce sont les deux choses par lesquelles on passe en premier. C'est notre première conception et c'est très difficile de changer un paradigme sur quelqu'un, comme les valeurs qu'il véhicule. Par exemple, l'homosexualité peut être mauvaise, mais c'est un faux paradigme. Aujourd'hui, notre société nous transmet de fausses valeurs. Par exemple, le paradigme d'Occident, qui passe par la production, la consommation et la compétition. Pour l'argent principalement. Cela passe partout, à l'école, on aura de meilleures notes, pour mieux performer, pour avoir tel métier. Toute la société nous met cela en tête. Même chose pour notre famille, car ils sont nés dans cela. Donc, nos paradigmes sont donc étroits. Comme par exemple dans un pays pauvre. Ils n'ont pas le choix de s'entraider pour survivre. Une expérience fut réalisée dans un pays pauvre avec un panier de fruits, caché dans la ville. Ils faisaient un concours de celui qui trouve le panier en premier, garde tous les fruits. Ils ont fait cela dans un pays riche et dans un pays pauvre. Dans le pays pauvre, lorsque le garçon a trouvé le panier, il a tout donné, en gardant un seul fruit pour lui. Le scientifique lui demanda pourquoi il avait fait cela, et il répondit qu'ils avaient besoin eux aussi. Dans le pays de riches, la personne a tout gardé. On peut voir ici que rien n'est pareil et que le paradigme dans lequel eux et nous vivons est totalement différent. C'est ce qui fait que des pays sont encore pauvres et sont en train de crever de faim, tandis que nous l'exploitons encore. Tout part du paradigme d'Occident. L'éducation y passe, mais pas la créativité. Il ne priorise pas la créativité. Qu'est-ce que ça donne de le prioriser? Ça n'apporte pas d'argent, de production, de consommation ou de compétition. C'est un paradigme qu'il faut installer et qu'il faudrait défaire, ce que nous ne faisons pas en ce moment. Pour en venir au paradigme, chaque être a sa façon de voir la vie, selon ses propres valeurs, sa propre vision des choses, sa propre façon de penser. Par exemple, si l'on se dit « Mais pourquoi fait-elle cela? Pourquoi? » Parce qu'elle voit cela autrement, tout simplement. C'est un paradigme de vie. Afin de changer le paradigme de quelqu'un, nous devons le détruire afin d'en reconstruire un nouveau. C'est une des choses les plus difficiles à faire. Par exemple, les personnes qui entrent dans une secte et qui se font en quelque sorte laver le cerveau. Ils se font changer leur paradigme de vie pour en adopter un nouveau.
même si l'ancien était meilleur que le nouveau paradigme. C'est un peu comme de porter des lunettes de différentes couleurs. Des verres roses nous feront voir la vie en rose, des bleus nous feront voir la vie en bleu. C'est vraiment une façon de voir les choses et la vie. C'est possible de le changer en vivant des expériences également. Par exemple, une personne homophobe qui se retrouve avec un ou une meilleure amie homosexuelle, cette personne va probablement, pas tout le temps, mais probablement changer son paradigme régissant cela. Puisque tous les hommes vivent dans ce type de paradigme, cela mène à un sous-développement humain, mental et moral, qui nous amène à une crise de sens. Les potentialités mentales doivent être développées afin d'avoir le paradigme le plus complet possible, la conscience de soi, la raison, son langage, sa volonté, l'apprentissage, sa mémoire, la créativité, la moralité et l'autonomie. Ce qui emmène au fait que tout cela étant sous-développé, l'humain a droit à une éducation humanisante. L'éducation devrait prioriser ces aspects principaux, ce que l'éducation que l'on a en ce moment ne fait pas, puisque cela part du grand paradigme d'Occident et qu'elle est à l'intérieur. La société ne le voit pas comme une vérité. Je me contenterai de parler de l'aspect concernant la créativité. L'éducation traditionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est souvent considérée comme le fondement de la création d'une société bien équilibrée et productive. Notre système éducatif est basé sur la notion d'aptitude académique. Et pour cause, avant le 19e siècle, l'école publique n'existait pas vraiment avant qu'elle passe sous la coupe de l'État. C'est alors que les systèmes éducatifs firent leur apparition dans le but de satisfaire le besoin de l'industrie. La conviction qu'on a du système éducatif traditionnel vient du fait qu'on pense que ceux qui en sortiront pourront maintenir les rouages de la société dans le but de maintenir les marges de profit des grandes entreprises à but lucratif. Au lieu de mettre sur un pied d'égalité des gens créatifs et visionnaires qui ont des capacités ou des dons, la doctrine actuelle de l'éducation favorise des diplômes plus encadrés, soumis, obéissants, où les élèves en sortent formés de sorte à ce que le système actuel soit toujours maintenu. L'éducation traditionnelle ne s'apparente pas à une éducation progressive et adaptée à l'individu, mais se focalise sur un apprentissage groupé de façon à en faire, entre autres, des abeilles ouvrières pouvant s'intégrer facilement aux règles et aux limites du système. Le manque de créativité est flagrant dans l'apprentissage que l'on fait à l'école. Les moyens d'études, lorsqu'une personne est dotée de certaines difficultés, ont une personnalité qui tend à être plus créative que d'autres. Leur équivalent à un bloc de béton d'une tonne attaché à leurs pieds. C'est comme de regarder un singe, un cheval, un oiseau, un poisson, un éléphant, un serpent, et de leur demander de tous passer le même test, monter dans un arbre. Le système d'éducation n'est pas adapté aux besoins de tous. Il ne fait que suivre une norme bien trop raisonnable. Apprendre et développer sa créativité avec sa raison, c'est un principe et surtout un besoin de base pour l'être humain, même s'il ne se sert pas toujours de sa créativité pour créer des choses bonnes pour lui, telles que les armes et la guerre de territoire. Il reste que c'est ancré en lui, mais s'il perd cette notion, il est voué à un cercle vicieux qui le mènera à sa perte. On définit habituellement l'imagination comme la faculté de se représenter des images. On distingue en termes plus techniques entre imagination reproductrice et imagination créatrice. Cette distinction, c'est stérile. Si l'imagination reproductrice consiste dans l'évocation d'objets déjà perçus, on ne voit pas en quoi elle diffère de la mémoire. Ce qu'on a appelé vainement imagination reproductrice n'est rien d'autre que la mémoire. S'il n'y a pas d'imagination reproductrice, parler d'imagination créatrice, du coup, nous apparaît comme une simple tautologie. À moins qu'elle ne soit complètement déréglée, entre autres par la folie ou la paranoïa. L'imagination est créatrice ou elle ne l'est pas. Il n'y a pas d'imagination sans création. Le mot création lui-même est de plus en plus galvaudé. On l'utilise pour décrire n'importe quoi. On parle de création manufacturière, de création immobilière, de création industrielle, de création technologique. Ce terme est souvent confondu avec ceux de production et de fabrication standard. Créer n'est pas copier ou reproduire. Créer, c'est donner une forme nouvelle à des éléments ou à des matériaux préexistants. Dans la création, il y a toujours quelque chose d'inédit qui apparaît. La forme ou l'idée qui est dans l'esprit et qui se concrétise à travers une œuvre, un produit, un projet ou une structure. C'est dans ce sens rénové que l'imagination doit être entendue. Imaginer consiste à se représenter sous forme mentale quelque chose de nouveau à partir de quelque chose de préexistant. Comme le dit Thomas de Konig dans son livre La Nouvelle Ignorance et le problème de la culture, l'imagination n'est pas limitée aux choses et n'a pas à se laisser gouverner par l'empirique. Elle joue et s'amuse avec des images qu'elle construit. Elle nous affranchit de l'immédiat, fait découvrir de nouvelles dimensions de la réalité. Elle rend possible l'ubiquité, la sortie même du temps, de tout ce qui confine. Elle peut contribuer à créer d'autres mondes, d'autres cohérences, à pressentir d'autres vérités, à donner corps aux choses inconnues, comme dit Shakespeare. Sans l'imagination,
Point de métaphore. Il n'y aurait que la lettre bête, comme une machine, celle qui tue. Point non plus de théorie scientifique. Elle permet de dépasser l'immédiat sensible pour mieux le connaître lui-même, mais aussi pour s'élever vers ce qui le dépasse. La création se fait soit par recombinaison d'éléments connus dans une synthèse nouvelle, soit par invention pure et simple de quelque chose de nouveau, mais pas sans rapport avec, différent de ce qui existait auparavant. La plupart des créations se rangent dans la première catégorie, création littéraire, création artistique. Dans la deuxième catégorie figure ce qu'on préfère souvent appeler des inventions ou des innovations. Invention d'un nouveau remède, d'un nouveau produit, d'une nouvelle pratique, d'un nouveau procédé, d'une nouvelle tendance. Henri Laborie, dans son livre « L'homme imaginant », voit dans l'imagination la faculté qui fait que l'homme est beaucoup plus qu'un simple animal. Il dit « Ce qui distingue profondément les sociétés humaines des sociétés animales les plus évoluées, ce n'est pas l'aspect énergétique, ce n'est pas leur travail, même avec la puissance intermédiaire de l'outil. Ce n'est pas non plus une liberté individuelle, mais un déterminisme d'un niveau d'organisation supérieur, celui de l'imagination. » Il ajoute « L'imagination créatrice des individus qui les composent est la seule caractéristique qui distingue les sociétés humaines des sociétés animales, puisque même aux origines, c'est elle qui a permis la découverte de l'outil. C'est parce que l'homme est capable d'inventer des stratégies nouvelles. C'est parce qu'il est capable de répondre de façon originale aux défis de l'environnement qu'il serait plus intelligent que l'animal. L'imagination, selon Laborie, permettrait à l'homme de se libérer de ses automatismes inconscients. C'est elle qui lui permettrait de s'adapter et d'évoluer à l'intérieur d'un environnement toujours hostile et incertain. Imagination ou raison, laquelle choisir? D'Aristote ou de Laborie, lequel a raison? Doit-on définir l'homme comme un animal imaginatif ou comme un animal raisonnable? Est-ce la raison qui a fait l'homme ou c'est l'imagination? On sait bien qu'il ne s'agit pas de trancher. Trancher, c'est encore une fois simplifié. Imagination et raison n'ont de sens que l'un dans l'autre, qu'unis l'un à l'autre. On doit encourager l'imagination, c'est-à-dire la création et l'innovation. C'est l'imagination, comme le dit Laborie, qui est à l'origine des grands progrès de l'humanité. Grâce à l'imagination, l'homme a inventé l'outil, il a inventé l'abri, il a inventé le feu. Dans ses loisirs, il a inventé l'art, la peinture, le mythe, le rite, la danse, la sépulture. Bref, beaucoup de choses. L'imagination n'a pas seulement permis à l'humanité de progresser, elle l'a fait naître. C'est en utilisant des stratégies nouvelles, c'est en innovant sans cesse que l'homme a pu se dégager du primate et de l'hominien. Le monde humain est bien un monde de nouveautés et de création. Un monde inventé de toutes pièces que seule l'imagination, alliée à l'intelligence, pouvait faire naître. De nos jours, c'est encore la force de l'imagination qui fait les grands hommes. Les Platon, Aristote, Cervantes, Einstein, Marconi. Les grands passionnés étaient aussi des grands imaginatifs et des gens éminemment rationnels. Autre preuve, encore une fois, que chez l'être humain, rien n'est isolable. L'imagination a permis des progrès dans tous les domaines, en philosophie, en art, en littérature, dans les domaines scientifiques et techniques. Il faudrait des jours pour vanter ses mérites et dénombrer toutes ses réalisations. Mais l'imagination n'agit jamais seule. Si elle n'est pas tempérée par la raison, elle risque de devenir son propre ennemi. Les grands découvreurs étaient à la fois de grands imaginatifs, mais c'étaient en même temps des hommes terriblement rationnels. La création, en fait, est toujours le résultat du travail conjoint de l'imagination et de la raison. L'imagination à elle seule peut facilement s'égarer. C'est le danger qui la guette de décrocher de la réalité et de se perdre dans l'imaginaire. L'ennemi de l'imagination, c'est la perte du sens de la réalité, le refuge dans l'irréalité d'un monde qui n'existe que dans l'esprit. L'imagination ne doit pas servir de prétexte pour fuir la réalité. Trop d'imagination confine à l'inaction et à l'isolement. À la limite, une imagination débridée peut conduire à la folie. Folie des grandeurs, mythomanie, paranoïa, délire. Le malade mental ne souffre pas d'un manque d'imagination, il souffre d'un excès incontrôlé d'imagination. La raison doit servir d'appui à l'imagination afin de l'empêcher de dérailler. Elle doit constamment la ramener à l'ordre et la guider dans ses activités. Le créateur, l'artiste, le découvreur connaissaient bien l'importance de la raison comme puissance critique dans le travail de l'imagination. Le critique permet de prendre du recul par rapport à l'œuvre. Le peintre prend du recul par rapport à sa toile. L'écrivain prend du recul par rapport à son texte. L'activité artistique n'est pas inspiration pure, pas plus que la découverte ou le génie n'est pure intuition. La véritable création réside dans ce jeu complexe où imagination et raison se complètent et s'opposent à la fois, se nourrissent et se concurrencent l'une l'autre afin de tirer de chacune le meilleur parti. C'est de cette saine collaboration faite de coopération et de rivalité, d'antagonisme et d'entraide qui fait l'étoffe des grands découvreurs, ceux qui ont permis à l'humanité de naître et d'évoluer.
Typiquement aujourd'hui, ce qu'il faut de plus urgent, c'est une solution pour mettre en relation les expressions de la créativité contemporaine qui n'ont pas de débouché ni de regard et les 90% de personnes qui ne fréquentent pas les lieux officiels.